aborder le module 3 qui est la passation de marché. Et par rapport à ce module, nous allons commencer par les principes de base de passation de marché. Et c'est pour cela que j'ai posé la question pour vous demander les principes de base de passation de marché que vous connaissez, de nous les énumérer. Et c'est ce que monsieur, un participant, a donné le principe d'économie et de transparence, oui. C'est pour que tout le monde me regarde maintenant. D'accord? Et le principe de transparence. Et je demandais, par rapport à ces deux principes-là, est-ce que vous êtes tous d'accord par rapport à ces deux principes pour la passation de marché? Vous êtes d'accord avec ces deux principes? Qui veut encore donner autre principe de passation de marché? Nous voulons passer un marché et il nous faut respecter un certain nombre de règles pour qu'on nous dise que la passation de marché que nous avons fait n'est pas entachée d'irrégularité. Voilà. Quels sont encore les principes que vous connaissez en dehors de la transparence et de l'économie, bien sûr? La mise à concurrence. C'est vrai ou bien c'est faux? Si nous ne faisons pas la mise à concurrence, nous n'avons pas passé un marché. Parce que le principe d'économie que nous venons de dire, avec la concurrence, va nous amener à faire quoi? À avoir ce que nous voulons, beaucoup meilleur, qualité prix, voilà, et à bonne qualité. Donc la concurrence est très importante aussi dans comme principe de passation de marché. Autre principe, s'il vous plaît, qui veut tenter? Autre principe? Oui? Monsieur, vous voulez me parler? Monsieur, qui est en face de moi? Non, de l'autre côté. Groupe 2. Un principe de passation de marché. Je veux passer un marché et je lance l'avis, mais avant même de lancer l'avis, il y a quelqu'un qui est soumissionnaire, qui connaît déjà tout ce que je vais demander dans cette procédure de passation de marché. Comment on appelle ça? Est-ce qu'en faisant comme ça, il y a plusieurs personnes à qui je vais envoyer, par exemple, un DAO pour soumissionner. Et il y a un participant, un soumissionnaire qui connaît déjà ce que je veux demander à l'avance. Quel est le principe qui nous permet de refuser ça là? Voilà. La confidentialité. L'impartialité. L'impartialité. L'égalité des soumissionnaires. Voilà, le traitement égal des soumissionnaires. Ça, c'est un principe qui est très important. Il faut que tout le monde soit traité de la même manière pour qu'on puisse parler de passation de marché. Oui ou non? C'est ça. Donc, il y a la transparence, l'égalité de traitement et non-discrimination. Il y a la concurrence, comme vous l'avez dit. Nous avons le principe de bonne gestion financière qui est revenu. Et le monsieur Alcrem nous a déjà dit qu'il y a le principe d'économie qui fait partie des principes de passation de marché que nous retrouvons dans la bonne gestion financière. Et il faudrait qu'il n'y ait pas conflit d'intérêt. Tout le monde comprend ce qu'on appelle conflit d'intérêt? Oui ou non? Je suis dans un processus de passation de marché. Et il y a des soumissionnaires que je connais. Et je suis parmi les membres du comité d'évaluation. Je ne dis rien, je suis là. Et je suis parmi les évaluateurs et j'évalue. Alors que là, déjà, il y a un conflit d'intérêt. Ou bien peut-être que c'est ma propre structure qui est passée par quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai créé ma structure. Et j'ai mis parmi les soumissionnaires qui veulent faire la passation de marché. Ceux que j'ai invités à passer le marché. Ça, ce sont des principes que nous devons éviter. Des règles que nous devons éviter. Éviter le conflit d'intérêt dans le processus de passation de marché. Quelqu'un veut donner encore un exemple de conflit d'intérêt? Oui. Social wash. Un exemple juste de conflit d'intérêt. Déjà donné un exemple. Ce que vous êtes constaté, c'est le coût de recrutement. Où c'est la femme qui veut solutionner le mari est là. Donc le mari ne doit pas mettre
évaluer l'offre que la femme a proposée. C'est un peu ça. Très bien, bon pour elle. J'avais cru que la page la dérangeait, mais non, non du tout. Donc voilà un exemple, un bel exemple de conflit d'intérêt qu'elle vient de donner. Donc, par rapport au principe de base, nous savons que la concurrence est importante pour la passation de marché, le traitement égal des soumissionnaires. Il ne faut pas faire de discrimination, il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Et si nous faisons un processus de passation de marché avec ces principes que je viens de citer, que vous avez cité et j'ai complété, je crois qu'on ne vous dira pas que notre procédure de passation de marché est entachée d'irrégularité. C'est les principes les plus fondamentaux que nous venons de lister. Alors, nous allons parler, avant de commencer de faire le travail de groupe là, nous allons parler des différents types de procédures de passation de marché. D'accord? Vous allez prendre la parole gentiment pour nous dire quels sont les différents types de procédures que vous connaissez. J'ai bien dit procédure de passation de marché. Oui? Oui? Nous avons deux types de procédures. Oui. Il y a l'appel d'offres ouvert et l'appel d'offres fermé. Fermé. Très bien. Quand c'est pas ouvert là, c'est fermé. Voilà, je suis d'accord avec vous. Merci. Maintenant, dans l'appel d'offres fermé, il y a un ami qui est lancé. L'ami, c'est avis à manifestation d'intérêt. Donc, qui est lancé pour ils ont recruté dans notre base de données les prestataires éligibles et potentiels, donc qui peuvent soumissionner. Donc, une fois que nous évaluons, on retient des prestataires qui peuvent soumissionner sur la base d'un certain nombre de critères. Et ensuite, le dossier d'appel d'offres sera envoyé par mail uniquement à ceux qui ont été retenus pour soumissionner, pour constituer un dossier, une réponse à l'appel d'offres et soumissionner avant que ces derniers ne soient évalués par un comité qui sera mis en place au niveau de la structure. Le comité évalue et fait un rapport en retenant un seul prestataire sur la base des critères surmentionnés dans le dossier d'appel d'offres qui a été lancé. Maintenant, si c'est validé, il y aura une notification qui sera envoyée de manière professionnelle donc à ce prestataire qui va venir. Bon, je ne sais pas s'il faut continuer le reste. Sinon, il y a encore beaucoup de choses. Ok, merci par rapport à ce que vous venez de dire. Si je résume, vous avez dit qu'il y a deux types. Vous connaissez deux types de procédures de passation de marché. Procédure ouverte et procédure restreinte. C'est ça, vous Quand voulez dire? c'est ouvert, on lance ça directement. On n'a pas besoin de passer par la main. Voilà. Et quand c'est restreint, c'est le restreint là que vous avez détaillé en disant qu'il faut avoir d'abord lancé un avis pour faire avoir une base de soumissionnaires. Et à cette base-là, on lance maintenant le processus en bonne et due forme où on envoie les dossiers à ceux qui sont listés sur la liste, ceux qui sont retenus sur la liste restreinte. Uniquement à ceux-là, c'est-à-dire à ceux qui répondent aux critères que nous avons mis dans le lancement de notre avis. Et j'allais juste vous dire, il faut d'abord, par rapport à cette procédure, d'abord, l'avis de marché, ce n'est pas encore l'avis de marché, mais c'est l'avis de pré-information qui permet d'établir la liste restreinte. Et après ça, maintenant, on lance l'avis de marché pour passer aux procédures de passation de marché dans le cadre de procédures restreintes. Alors, quelle procédure il y a encore? Nous avons parlé déjà de procédures ouvertes. Mais nous avons deux types de procédures ouvertes. Ça peut être local et ça peut être international. Quand c'est local, la publication est faite sur place, c'est-à-dire c'est fait dans les journaux de la place, sur le site de la structure qui veut faire, et ainsi de suite. Mais c'est quand c'est international, on va jusqu'à
envoyer l'avis sur le journal de l'Union européenne, sur les canaux d'information de l'Union européenne pour permettre à tout le monde d'être informé de cette procédure qui est ouverte internationale. Ça peut aller? Voilà. Vous allez nous dire d'abord encore s'il y a d'autres procédures. S'il y a d'autres procédures de passation de marché en dehors des deux là que nous venons de citer, ouvert, local et international, et procédures restreintes, quel type de procédure il y a encore que vous connaissez dans vos activités habituelles, dans vos projets? Il y a le gré à gré, qu'on appelle maintenant la procédure négociée. Négocier le gré à gré. Tout le monde est d'accord avec nous ici? Quelle procédure encore que vous connaissez? Il y a la procédure de facture. Vous pouvez expliquer un peu? Nous sommes là, on demande des factures au format. Oui, quelqu'un veut l'aider? Oui. Vous pouvez aussi juste un peu la voix pour nous permettre de bien entendre. Il faut faire une lettre de cotation, c'est-à-dire demander le besoin qu'on demande d'inscrire dans la lettre de cotation. Oui. Donc, on fait parvenir ça à des fournisseurs qui peuvent répondre soit par mail ou faire la publicité aussi sur Internet pour pouvoir avoir plusieurs prestataires qui vont répondre. Et avoir leur réponse, il faut faire une sélection. Et ça, on appelle quelle procédure déjà? Puis on a vu procédure ouverte internationale locale, procédure restreinte, on a parlé de gré à gré qui est la procédure négociée. Et ce que vous avez décrit maintenant, c'est déjà, on le classe. On va le classer dans quelle procédure? Restreinte toujours. Bon, si c'est restreinte toujours, nous sommes déjà dans la procédure restreinte qui est déjà décrite avec notre ami qui est là. D'accord? Ça, vous parlez de la consultation sur la base d'un certain nombre de pro-forma. Ou bien, donc, cette procédure aussi existe pour faire la passation de marché. Selon le seuil, on peut passer à la procédure par la consultation en envoyant des avis, des lettres de cotation à un certain nombre, voilà, pour leur permettre de nous proposer leur pro-forma et nous allons évaluer pour prendre ce que nous voulons. Ça, c'est bien différent de la procédure restreinte dont nous avons parlé. D'accord? Autre procédure? Non. S'il n'y a plus autre procédure, nous allons voir par rapport aux procédures, résumer par rapport aux procédures, quand est-ce qu'il faut faire, quand on dit procédure restreinte, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe. Je viens de brosser un peu en disant que la procédure ouverte internationale, quand on invite tout le monde peut postuler à une procédure ouverte ou internationale. D'accord? Tout le monde peut demander à postuler à cette procédure ouverte ou internationale. Ils peuvent demander le DIAO, on leur envoie. Et ça dépend, les procédures dépendent des seuils que nous allons voir tout à l'heure. Mais quand on dit ouvert, international ou local, tout le monde peut postuler. Il suffit de faire une demande de demander le DAO, le dossier d'appel d'offres, et on vous l'envoie et vous postulez à la procédure. Ça se comprend. Ça c'est ouvert ou local ou international. Tout le monde est candidat. Voilà. Tout le monde peut être candidat en demandant juste le dossier d'appel d'offres. D'accord? Maintenant, dans ce cas, on lance des avis de pré-information aussi. On lance des avis de marché. Et maintenant, la pré-information pour dire on veut faire telle chose. Dans 2 semaines, par exemple, on lance 2 semaines à l'avance, on dit on veut faire telle chose. Après, maintenant, on lance l'avis de marché pour inviter maintenant les gens à venir déposer le dossier, leur offre, en fonction du dossier qu'ils ont pris. Ça peut aller, on leur donne juste un délai pour réagir. Ça, c'est le ouvert international. Et là, nous avons déjà dit que ça dépend. Si c'est ouvert, là où il faut publier. Si c'est international, il faut aller jusqu'au site de l'Union européenne. Sur demande de DAO, juste une demande de DAO, on vous envoie le DAO directement. Et au finish,
quand vous déposez, il y a un comité qui est mis en place. Mais pour la procédure restreinte, la différence c'est ceci. Pour la procédure restreinte, tous les opérateurs peuvent demander à soumissionner, mais seuls ceux qui respectent les critères. Ceux qu'on a retenus sur la liste restreinte, seuls à ceux-là que nous allons envoyer le dossier d'appel d'offres. Ce n'est plus comme l'autre où c'est tout le monde qui prend le dossier sur juste une demande. Vous voyez la différence entre les deux. On lance un avis, je peux demander de m'envoyer le DAO, je vais postuler, je postule. Mais ici, quand on va lancer l'avis, on va, sur la base des offres que nous allons recevoir, faire un tri. C'est ça que nous appelons liste restreinte. Et c'est à ces chances-là qu'on a trié, ces structures qui ont été sélectionnées. C'est à eux seuls qu'on envoie le DAO. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de critères sur lesquels on fait la sélection dans le cadre des procédures restreintes. Ça se fait à 2 étapes. Or, l'autre, c'est une seule étape. Les gens viennent prendre le DAO et on leur donne le délai pour poursuivre. Ici, les gens viennent déposer. On peut avoir 1000 déposés, mais les 1000 ne vont pas avoir le DAO pour postuler. Parmi les 1000, on va trier et à ceux-là, sur la base des critères, c'est bon. On va pouvoir leur envoyer le dossier d'appel d'offres pour maintenant apporter leur offre à la date requise pour le dépôt. D'accord? Là-bas aussi, il y a un comité d'évaluation naturellement qui siège pour évaluer. Nous avons autre procédure qu'on appelle procédure simplifiée, qui est l'ancienne procédure négociée concurrentielle. Ce n'est pas le gré à gré ici maintenant, c'est le négocié concurrentiel. D'accord? Là, on choisit, on fait le choix d'un certain nombre de prestataires. Ça peut être 3, 4, 5, ça dépend de ce que nous voulons, pour ne pas avoir des gens qui vont postuler. On élargit un peu à plus de 3 pour avoir beaucoup d'offres à la fin. Donc, on fait le dossier d'appel d'offres en bonne et due forme et on choisit ceux qui sont dans le domaine où nous voulons acquérir peut-être des prestations ou bien acquérir des équipements et on leur envoie le dossier d'appel d'offres. Donc, il y a une liste des personnes, des structures invitées pour soumissionner. À ceux-là, on envoie le dossier d'appel d'offres. Ça, c'est négocié concurrentiel qui est appelé maintenant dans les procédures de août 2018, procédure simplifiée. Je vais faire comprendre. Pipiripi. Pipiripi. Pour ceux qui ont la tête un peu baissée là, je ne sais pas si vous suivez un peu, je vais pouvoir. D'accord? Alors, je viens de dire par rapport à la procédure simplifiée, ça s'appelait comment? Monsieur qui me sourit, qui est à côté du chef village. Pipiripi. Ça veut dire que. Non, oui. C'est le chef village. Ah non, time maker, je crois. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, revenez un peu ici. On s'est quand même échauffé, sinon vous allez sautiller un peu. Hein? Il y a aussi d'autres manières pour se réveiller. Donc, la procédure négociée concurrentielle, c'est la procédure simplifiée, que nous appelons maintenant la procédure simplifiée. Le langage maintenant, c'est simplifié. Juste. Mais là, on fait le dossier d'appel d'offres. On n'a pas besoin de publier le dossier d'appel d'offres. On ne publie même pas. Dans les procédures simplifiées, on ne publie pas. Voici encore une autre différence. Dans les autres cas, on fait la publication soit sur le site local, soit sur le site international. Mais dans ce cas de procédure simplifiée, il n'y a pas de publication d'avis de marché. Mais on fait l'avis de marché et on envoie ceux qu'on a choisis pour venir déposer les offres pour l'évaluation. Je me fais comprendre, j'ai l'impression. Oui? Ça peut aller? D'accord. Oui? Allez-y. On peut prendre les questions au fur et à mesure. Oui. Pour faire l'adoption de procédure, on doit aussi tenir compte du montant du marché. Voilà. Oui. C'est ce que je disais. Je disais que ça dépend des seuils. Pour pouvoir passer à une procédure ou l'autre, là, ça dépend des seuils que nous allons voir tout à l'heure. Après avoir expliqué, il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est que procédure ouverte, restreinte et autres. Chaque procédure, ça dépend du seuil pour qu'on applique telle ou telle procédure. Je suis d'accord avec vous. Ok? Tout le monde est d'accord avec lui? Oui. Ok. Donc, par rapport, nous venons de passer à la procédure
simplifié. Maintenant, nous venons à notre gré à gré qui s'appelle procédure négociée. Procédure de passation de marché sur la base d'une seule offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les procédures négociées s'appliquent surtout dans des cas exceptionnels dans le cadre de procédures de l'Union européenne. C'est dans des cas exceptionnels qu'on peut passer une procédure négociée. Et ces cas sont bien cités dans le guide pratique et dans les documents que nous allons mettre à votre disposition. Peut-être qu'il y a cynisme quelque part où on peut pas commencer par faire les procédures de lancer pour aller donner des vivres ou bien donner des trucs dans les zones où il y a cynisme. Il faut passer aux procédures négociées et ça se justifie. Il faut une procédure négociée dans ces cas-là. On ne peut quand même pas dire que l'eau a emporté tout un village où il fallait reconstruire les choses et on va commencer par pratiquer la procédure longue. On peut quand même pas dire qu'il y a épidémie quelque part où il faut venir en alerte ou bien c'est des maladies qui tuent. Voilà, donc c'est des cas vraiment spécifiques. Pour des cas spécifiques, on passe à la procédure négociée. Ça peut aller. La procédure sur la base d'une seule offre. Vous voyez, la procédure sur la base d'une seule offre aussi, c'est une procédure où vous voulez acheter quelque chose dont le montant n'atteint pas les autres types de procédures, vous pouvez passer le marché en prenant une seule offre. Mais c'est à justifier. Le choix de cette structure que vous avez pris, c'est à justifier. Hein? Monsieur sourit. Peut-être que j'ai vu. Bon, madame veut dire quelque chose. Dans ce cas, pour la justification, c'est dans le rapport qu'il faut justifier. Le rapport c'est-à-dire le rapport de négociation, bien le rapport d'évaluation. Vous allez expliquer que le choix de telle personne, c'est parce que tout ce que nous disons ici, vous aurez des modèles avec l'explication approfondie de chaque élément de ce que nous disons. Et ça va servir de votre document de base. À chaque fois que vous voulez passer une procédure, vous faites référence à ce document-là. Vous faites référence au guide pratique de l'Union européenne qui est sur le site. Nous allons vous mettre le site, le nom du site sur le haut tableau pour vous permettre d'aller plus en profondeur par rapport à ce que vous voulez. Alors, vous allez voir, en attendant de passer sur le module qui va nous donner les seuils avec les types en même temps. On a mis quelque part là. Le marché peut être attribué directement dans les cas suivants. Sur la base d'une seule offre, lorsque le marché n'excède pas 20 000 euros. 20 000 euros, c'est combien s'il vous plaît? Quelqu'un peut me donner à peu près le montant? 20 000 euros. 13 millions. C'est ça, non? Si je veux acheter quelque chose de 13 millions, sur la base d'une voiture, je peux déjà acheter. Ah, vous avez dit ah bon, non? Vous avez dit ah bon, vous avez raison de dire ah bon. Parce que nous avons dit tout à l'heure que le principe de base de passation de marché, parmi les principes de base, il y a la concurrence, il y a un principe que nous devons respecter. Nous avons parlé d'économie. Si je ne fais pas juste une consultation quand même pour avoir une idée des choses, est-ce que je suis en train d'appliquer le principe de transparence et d'économie? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, donc ce qui est mis, au moins, on peut, sur la base d'une seule offre, si ça n'excède pas 20 000 euros, on peut, sur la base d'une seule offre, acquérir ce que nous voulons faire. Ça ne veut pas dire que je prends 13 millions en poche, là, je vais dans une studio, je m'en vais acheter en même temps. Et je me retourne. C'est la procédure qui a dit ça. C'est pas ça. Hein? Il faut quand même faire une consultation. Vous pouvez consulter 2 ou 3 personnes, et c'est une seule personne qui vous envoie son offre. C'est ça. Et vous discutez avec lui. Si le prix n'est pas ce que vous voulez, vous négociez avec lui. Vous faites un rapport de négociation pour justifier comment vous avez choisi, pourquoi c'est lui qui veut vous presser ou bien vous vendre les équipements dont vous avez besoin. C'est ce que cela veut dire. C'est bon? Tout le monde a compris comme ça? Oui. Il ne faut pas dire que c'est la comptable même qui a affiché, elle a dit c'est 20 000 euros là. Il faut acheter avec une seule facture. J'ai bien dit ça, mais il faut pratiquer les principes de base qui veut qu'on ait quelque chose qui va nous permettre de dire qu'on a fait l'économie, qui va nous permettre de... Si vous faites de cette manière, ce que vous allez acheter à 11 millions, 10 millions, vous allez l'acheter à 13 millions, 311 000. Vous laissez les miettes qui sont dessus pour ne pas atteindre les 20 millions. Et il ne faut pas dans ce cas précis où on dit, avec ce montant, il faut aller directement et profiter de ça pour saucissonner les marchés aussi. Vous dites, on nous a dit, comme c'est 13 millions là,
il faut qu'on s'arrange pour saucissonner les marchés et aller acheter la même chose d'une autre manière sur, c'est-à-dire les équipements ou les types de choses qui peuvent rester ensemble pour nous permettre de pratiquer la procédure normalement, qu'on aille les acheter pas à pas. C'est ça, c'est un saucissonnage de marché. Ça, c'est refusé dans la passation des marchés. Okay. Je voulais juste appuyer Florentine pour vous parler un peu du saucissonnement. Parce que très rapidement, vous allez tomber dans ce piège-là. Pour l'éviter, il faut au départ disposer d'un plan de passation de marché. C'est très important, ça va beaucoup vous aider à tenir dans le temps et puis à éviter des cas de saucissonnage de marché. Je reviens aussi sur la procédure, la contraction sur la base d'une seule offre. Au fait, la procédure le permettent. Les procédures le permettent, je veux dire. Maintenant, le problème, c'est lorsque vous contractualisez, lorsque vous adoptez cette procédure-là, ça doit être sanctionné par un rapport de négociation dont le modèle existe. Vous remplissez. Au point 1, je crois, du modèle de rapport de négociation est la justification de la sélection. Et c'est là où il faut bien documenter. Alors là, pour être à l'aise dans la justification, il suffit juste de consulter 3. Et vous êtes à l'aise pour justifier. C'est ça, c'est ce que là vous êtes à l'aise, vous dites j'ai consulté 3, mais parmi les 3, voici celui-là, je peux négocier avec ce prestataire ou ce. Merci. Ça peut aller? Oui. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? Oui. Tout le monde a compris? Oui. Ah, les autres là n'ont pas compris. Le groupe de... Non, ça va maintenant, tu vas faire comme ça. C'est quand tout le monde faisait ça là que je vais voir le doigt en l'air. Ok, voilà un peu de façon synthétique ce que nous avons à vous dire sur les différents types de procédures de passation de marché. Ouvert international, restreinte, négocié, simplifié et puis sur la base d'une seule offre. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux différents types de marché. Parce que nous venons de dire que pour passer une procédure, il faut le seuil. Et à partir de ça, les groupes de travail. Nous allons faire ce module, nous allons le faire d'abord dans les groupes de travail avant de donner la synthèse pour conclure. D'accord? Je vais prendre l'exercice ici, on va vous distribuer l'exercice. Voilà. Ici, le groupe de travail, pas forcément le travail en groupe, mais par équipe. Cette fois-ci, ce n'est pas par groupe, mais par équipe. Voilà, par organisation, j'allais dire. L'équipe, là, ça fait 2-2. Chaque structure, les 2 membres de chaque structure vont procéder à cet exercice-là. Tu peux me donner un? Donc, chaque organisation est invitée à travailler sur son projet. Donc, vous prenez vos budgets respectifs. Tout le monde a son budget, oui ou non? Oui. Toutes les organisations ici présentes ont leur budget. Chaque organisation prend son budget pour travailler dessus. D'accord? Donc, les consignes sont, après analyse du budget de vos projets respectifs, il vous est demandé, c'est ça on est en train de vous distribuer, il vous est demandé, après analyse de vos projets respectifs, de lister les marchés que vous aurez à passer. Tous les marchés que vous aurez à passer de façon sur le projet. Un marché sur une des feuilles qu'on a remis maintenant. C'est un marché par feuille. Si vous avez ces marchés, ça veut dire que dans votre organisation, vous passez sur le marché. Les feuilles qui vous ont été distribuées, vous allez mettre un marché que vous aurez à passer dans votre budget là sur chaque feuille. Donc ça fait 5 ans. Ça dépend. Si c'est 5 marchés, vous allez le faire sur 5 feuilles. Il ne faut pas mettre tous les marchés sur la même feuille. Si on a un marché, on le met sur une feuille. Parce qu'après, nous allons les coller. Après, nous allons les coller pour voir dans quel type de marché on va les classer.
Donc, c'est pas, oui, pas cet exercice que nous allons rentrer dans les différents types de marchés qui existent. D'accord? On a dit premièrement de lister les marchés que vous aurez à passer et après de procéder à la classification en fonction des différents types de marchés et de différents types de marchés et de procédures que vous connaissez. Il faut d'abord les identifier. Le gros lot, c'est de les identifier d'abord. Et maintenant, on nous dit dans quelle catégorie de marché on peut les classer. C'est ce que ça veut dire. Tout le monde a compris. Je reprends sur votre budget. Vous regardez, vous analysez vos budgets là. Et vous voyez dans le budget quels sont les types de marchés que vous voulez, vous aurez à passer. D'accord? Vous finissez ce travail. Maintenant, vous les classez dans la catégorie de marché. Je donne juste un exemple. On veut acheter un ordinateur. C'est juste un exemple. Hein? Voilà. À partir de là, c'est l'ordinateur. On veut passer un marché d'ordinateur ou bien d'équipement. C'est un exemple que je donne. D'équipement informatique. On a ces différents types d'achats à faire dans notre budget. Donc, nous allons dire on va acheter des équipements informatiques. Et maintenant, si nous finissons, si c'est ça la seule pièce que nous voulons faire sur notre budget, nous allons maintenant classer en nous disant que cet élément-là, c'est pour tel type de marché. On l'appelle marché 2. Marché 2. Donc, je ne vais pas dire le nom de marché, mais je vous laisse le temps d'identifier les acquisitions et les prestations que vous allez faire. Alors, comme on le disait, nous avons 3 types de marchés. Nous avons les marchés de services, les marchés de fourniture et les marchés de travaux. Et par rapport à chaque type de marché, quel est le seuil et quelle est la procédure qu'il faut appliquer en fonction du seuil. Alors, pour les marchés de services, si le seuil est supérieur ou égal à 300 000 €, qui est traduit déjà en francs CFA, nous avons la procédure d'appel d'offres restreinte ou ouvert international. Supérieur ou égal à 196 787 100, la procédure pour le type de marché de service, c'est procédure restreinte ou ouvert international. Avec tout ce que nous avons dit. Donc, si vous avez des marchés de 300 000 €, je crois qu'il y a des... Voilà, donc, voilà. Maintenant, si pour les services, les marchés qui sont inférieurs à 300 000 €, soit que nous avons des contrats cadres qui souvent sont conclus par la délégation de l'Union européenne. Les contrats cadres, c'est l'Union européenne qui s'en charge. C'est des appels qu'on lance pour avoir un certain nombre de prestataires avec qui on aura à contacter, à signer des contrats au fur et à mesure qu'on aura besoin des services à réaliser. Pardon? Oui, oui, bien sûr, pour une certaine durée. C'est limité dans le temps aussi. Maintenant, pardon? C'est la gestion directe par la délégation de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas à notre niveau non plus. Pour les marchés de services, nous avons aussi la procédure simplifiée quand c'est inférieur à 300 000 €. Procédure simplifiée dont nous venons de parler tout à l'heure. Nous avons dit pour la procédure simplifiée, on fait le dossier d'appel d'offres qu'on soumet à 3 personnes minimum qu'on invite pour soumissionner. Donc, on envoie le dossier d'appel d'offres à 3 structures minimum. Sinon, on peut aller au-delà de 4-5 pour avoir plus de chances de recevoir d'offres. Et on passe au processus d'évaluation jusqu'à la fin pour attribuer le marché. Donc, inférieur à 300 000 €, c'est procédure simplifiée. DAO, qui exige à faire le DAO et de donner aux gens, aux structures de venir postuler pour suivre le processus d'évaluation. Et maintenant, sur la base d'une seule offre inférieure ou égale à 20 000 €, on peut contracter déjà sur la base d'une seule offre, comme on l'a vu. Oui, tout au moins en faisant la concurrence comme nous le faisons, mais sur la base d'une seule facture, d'une seule offre déjà, on peut contracter avec celui qui a présenté l'offre et faire négociation avec lui dans certains cas et faire le rapport de négociation.
Donc, vous allez voir pour les services, voilà les 3 seuils. Supérieur ou égal à 300 000 euros, c'est une procédure restreinte ou appel d'offres ouvert international. Quand c'est inférieur à 300 000 euros, procédure simplifiée. D'accord? Et quand c'est inférieur à 20 000 euros, inférieur ou égal bien sûr à 20 000 euros, sur la base d'une seule offre reçue, on peut déjà faire la négociation avec la structure et maintenant contracter avec cette structure. Le rapport de négociation doit accompagner. Parce que c'est dans le rapport que nous allons justifier pourquoi ce choix et pourquoi nous avons pris tout ça là. Ça peut aller pour les services. C'est 3 niveaux pour les services. Ça nous dépasse 300 000 euros. C'est inférieur à 300 000 euros. Et puis maintenant, c'est inférieur ou égal à 20 000 euros. Vous aurez le tableau là qui va vous dire le seuil. Dans notre cas, il n'y a pas de marché comme ça, mais on doit quand même savoir pour pouvoir parler quand les gens seront en train de parler de passation de marché là, les seuils. On a une idée par rapport à ça. Les marchés de fourniture. Quand c'est supérieur ou égal, quand c'est supérieur ou égal à 300 000 euros, c'est encore l'appel d'offres restreint ou procédure ouverte internationale. Ça peut aller pour les marchés de fourniture, quand c'est compris entre, c'est inférieur à 300 000 euros, mais supérieur ou égal à 100 000 euros. D'accord? Supérieur ou égal à 100 000 euros. Inférieur à 300 000 euros, mais supérieur ou égal à 300 000 à 100 000 euros, c'est appel d'offres ouvert local. Là, on peut publier l'avis de marché au niveau des structures, des canaux de communication ici, les journaux d'ici et autres là, pour faire notre procédure. Pour les marchés de fourniture, quand c'est compris entre 20 000 euros, c'est-à-dire supérieur à 20 000 euros, mais inférieur à 100 000 euros, nous avons notre procédure simplifiée qui est sur la base de 3, qu'on peut contracter avec une seule offre. Dans ce cas, bien sûr, bon, en voyant qui est bon. Ça peut aller. Donc, si vous regardez au niveau du service, nous avons inférieur à 300 000 euros pour les services, mais ici, quand c'est compris entre 20 000 euros et 100 000 euros, nous avons la procédure simplifiée. D'accord? Et pour les services, les fournitures, il y a aussi le marché qui est pour les fournitures inférieures à 20 000 euros. Vous allez voir dans la dernière colonne, les deux choses qui sont là s'appliquent à tous les types de marchés. Que ce soit pour le service, pour fourniture ou pour travaux, quand le montant est inférieur ou égal à 20 000 euros, sur la base d'une seule offre, je peux contracter et faire le rapport. Quand le montant est inférieur ou égal à 2 500 euros, 1 600 000 et quelques, je peux aller payer dans une boutique et prendre la facture et je paye le montant et je me retourne. C'est la procédure, c'est comme ça. Sur la base d'un paiement, c'est-à-dire c'est comme si je vais payer. On a dit, sans acceptation préalable d'une offre, si la dépense est inférieure à 2 500 euros, je fais un paiement. Je peux effectuer le paiement avec une facture. Ça veut dire quoi? Je vais dans une structure, je vais acheter la chose, je demande le prix, je négocie et je prends mon truc, je paye. Je n'ai pas besoin de demander pro forma à l'avance par rapport à cette procédure de 2 500 euros. Une précision pour appuyer Florentine. Ça veut dire quoi? Concrètement, je peux me lever et aller dans une boutique et aller acheter un ordinateur de 600 000 francs, 800 000, 1 million et payer. Mais attention, il ne faudrait pas que pendant la période, je revienne encore acheter. Sinon, ça sera du saucissonnement et les deux marchés auront des problèmes. C'est ça. Donc, je vais m'assurer que l'achat là que je veux effectuer, qui est inférieur ou égal à 2 500 euros, est unique dans mon budget. Il ne faudrait pas que ça soit répété. Merci. Un chalet renchéri pour dire, quand nous parlons d'ordinateur, c'est un matériel informatique. Je ne peux pas prendre la rubrique matériel informatique et commencer par acheter les choses un à un. Ordinateur à part, vidéoprojecteur à part, et comment dirais-je, disque à part, non. C'est le type de marché que je veux passer là.
tout ce que je dois acheter et qui a trait à un prestataire. Quand je vais dans une boutique d'ordinateur, je vais voir ordinateur, imprimante et tout. Je ne vais pas aller acheter ordinateur simple et revenir. Vous comprenez un peu ce que nous disons. Il faut éviter ça aussi parce que ça, c'est ça qu'on appelle saucissonnage du marché. J'ai ma rubrique matériel informatique et comme on a dit, 1 639 000, je peux aller acheter. Non, c'est pas ça. Bon, c'est peut-être que si j'avais dit un ordinateur là, c'est pas comme ça. Dans nos budgets, nous avons des rubriques en bonne et due forme qui regroupent un certain nombre d'articles que nous voulons acheter. Je ne peux pas vouloir acheter par exemple un ordinateur et mettre l'ordinateur avec celui qui veut me construire un poulailler ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, ce n'est pas ce qu'on a dit de faire. Mais quand je vais aller acheter un ordinateur avec les vidéoprojecteurs, avec le matériel, les régulateurs, les onduleurs, tout ça, vous-même, vous savez que c'est le même type de marché. C'est la même chose. Oui ou non? Oui, madame. Non, oui. Oui, madame. Donc, en faisant ça, si je commence par acheter un article un à un, de cette manière, ça, ce n'est pas bon. C'est ce que M. Alain veut vous préciser par rapport à ça. Est-ce que le total des achats s'élève à un montant inférieur à 2500 €? Quand c'est inférieur à 2500 €, 500 000, 300 000, 400 000, tout ce que vous voulez acheter. Si vous prenez les trucs, par exemple, et le total des achats, c'est inférieur à 500 000, par exemple, vous irez acheter tout ce que vous voulez acheter à 500 000. On ne va pas acheter ceci une seule fois pour dire que c'est à 500 000. Non. Ça peut être l'onduleur, régulateur, tout compris. Ça me donne 500 000. Je vais dans une boutique, je paye ma chose au même endroit, mes 3 articles qui coûtent 500 000, et je me retourne, je prends ma facture. Mais je prends le bordereau de livraison. Sinon, les auditeurs réclament. J'ai 3 articles achetés. Le montant total me fait 1 650 000 là, j'ai dépassé le seuil de prendre juste avec directement. Voilà, j'ai dépassé ce seuil. C'est pourquoi nous avons traduit encore en français. C'est pas pour nous faire. Voilà. Dans ce cas, est-ce qu'il faudrait payer par chèque ou bien en espèces? Chèque. Je vous retourne la question. L'autre cas même que je dis là, c'est pas aller donner de l'argent en espèces comme ça. Hein. La règle au niveau de la comptabilité ne permet pas qu'un montant supérieur à 100 000 francs, pas supérieur, supérieur ou égal à 100 000 francs, ça ne se fait jamais en espèces. C'est un chèque. Quand c'est 100 000 francs, c'est un chèque. Quand c'est 99 990 ou 99 999, je peux dire que je donne espèces et je prends. Mais quand c'est 100 000, c'est fini, c'est le chèque. Au nom de la structure qui me vend la chose, si c'est une structure qui vend la chose. Donc, oui. La comptabilité sont d'accord avec moi, oui ou non? Parce que quand j'ai dit je prends l'argent, je m'en vais acheter là, c'est pas ça. Hein? Peut-être que j'ai fait abus de langage. Non. Non, il y a l'autre règle de la comptabilité qui refuse qu'on achète les choses en espèces quand le montant est supérieur. On est... Oui, un consultant, c'est un expert. Il fait son travail, il fait la facture, on le paie. S'il a IFU, on lui prélève 1%. S'il n'a pas IFU, on lui prélève 5%. On s'en va reverser à la direction des impôts. D'accord? C'est bon? Pipi. Donc, vous revenez ici pour la suite, pour qu'on en finisse rapidement. Donc, je disais pour les 3 types de marchés, services, fournitures, travaux, c'est la même procédure pour inférieur à 20 000 €. Une seule offre, inférieure à 2 500 €, il faut acheter sur la base d'un paiement direct, mais de grâce, dans tous les cas, prenez le bordereau de livraison de ce que vous payez. Quand je dis livraison, ça concerne surtout les marchés de fourniture. D'accord? Ok. Maintenant, pour les marchés de travaux, voilà les seuils et les procédures appliquées. Quand c'est supérieur ou égal à 5 millions d'euros, ça fait combien? C'est beaucoup de sous, hein? 3 279 millions. Il faut la procédure ouverte, l'appel d'offres ouvert international ou appel d'offres restreint international. Nous ne sommes pas dans ce cas. Hein? Okay, voilà. Donc, et quand c'est compris entre 300 000 € et 5 000 €, 5 millions d'euros, c'est la procédure ouverte locale. Quand c'est inférieur à 20 000 €, c'est notre procédure simplifiée
tout court. On est tous d'accord? Voilà, ce document, c'est dans cette fiche, c'est dans le document que nous allons vous donner. Et vous aurez ça à main, mais de toutes les façons, je ne vois pas cette structure ici qui va dans ces cours-là. Il n'y en a pas. D'après ce que je vois, en attendant de revérifier au niveau de chaque structure, il n'y a même pas encore de DAO à faire. Au cas là. Mais il me semble, je sais qu'il y a un ou deux comme ça qu'on peut retrouver. Quand on va reparcourir les budgets, ça peut aller. Voilà de façon ramassée les types de marchés, les types de procédures selon les seuils, le montant du marché que nous voulons passer. Ça peut aller? On fait la pause, on enchaîne avec juste le petit coup qui reste. de 5 minutes. Ok. Il y a une deuxième partie de quelques minutes, c'est-à-dire quand on veut faire DAO, là, quel est le processus? Les éléments constitutifs. Voilà. Un DAO, dans quel cas, qu'est-ce qu'il faut? Dans tel cas, qu'est-ce qu'il faut? De façon ramassée. Nous allons aborder la dernière séquence, merci, du module qui parle de si nous voulons faire DAO, comment nous allons ici prendre pour faire le DAO. Le dossier d'appel d'offres, comment on élabore un dossier d'appel d'offres et quels sont les éléments constitutifs de ce dossier d'appel d'offres. On est OK? Monsieur. Ok, merci Florentine. Nous allons continuer, ça ne va pas durer, c'est juste 5 minutes. Il y aura une présentation. Déjà, l'élaboration, dans le processus d'élaboration du DAO, vous aurez des outils à utiliser. Ça existe déjà sur le PRAD, c'est en ligne. Vous n'avez rien à créer. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est des tableaux, des modèles à remplir. Donc là, vous avez là, l'élaboration du DAO. Élaborer le DAO en se servant des modèles de documents du guide pratique des procédures sur le site de l'Union européenne. C'est actualisé en 2018 et vous avez tout en français, en anglais et même en portugais. C'est sur le site. Ok. Pour préparer, d'abord, là nous allons parler nous ne parlons pas encore des éléments constitutifs, nous allons parler du processus d'élaboration. Là, lorsque le DAO est élaboré et lancé, avant la fin de la date limite des dépôts, avant la fin des dépôts des dossiers, il faut mettre en place un comité d'évaluation qui est composé de 7 membres pour les marchés de services de fourniture et jusqu'à de 5 membres pour les marchés de services et de fourniture et jusqu'à 7 membres pour les marchés de travaux. Voilà. Les 5 membres sont repartis comme suit. Il y a le président et le secrétaire qui ne sont pas des membres votants. Vous avez aussi les évaluateurs qui sont au nombre de 3, toujours un nombre impair. Au niveau des marchés de travaux, vous avez 5 évaluateurs, le président et le secrétaire. Voilà. On continue. Là, vous avez, lorsque la date limite est échue, vous avez la réception des offres à la date requise. La structure met en place des dispositions pour recevoir les offres. Il faut des listes d'émargement, vous recevez les offres par ordre d'arrivée et vous numérotez 1, 2. Ça facilite le contrôle plus tard. C'est ça. La procédure de l'ouverture, à l'ouverture des offres, vous avez la procédure d'ouverture des offres qui est sanctionnée par un rapport d'ouverture et maintenant vous avez les évaluations proprement dites qui démarrent. Pour les marchés de fourniture et des travaux, l'ouverture est publique. Mais limitée aux structures qui ont déposé. Quand on dit public, ce n'est pas tout le marché qui vient. C'est public, mais c'est ceux qui ont déposé qui viennent assister à l'ouverture.
qui est sanctionné, je disais tantôt, par un rapport d'ouverture. Donc, on peut continuer. Nous avons, après l'évaluation proprement dite, le rapport d'évaluation qui est rédigé par le secrétaire de séance, partagé aux membres du comité qui approuvent et signent. Dans le cas d'espèce de votre projet, le rapport doit être envoyé à votre autorité contratante, qui se trouve être le REPASOC, pour approbation. C'est ça. Je reviens un peu derrière pour vous dire que selon le seuil, vous pourrez avoir besoin d'élaborer un rapport de négociation à la place d'un rapport d'évaluation, selon le seuil du marché. Voilà. Lorsque votre autorité contratante approuve le marché, vous pouvez maintenant notifier le marché au contractant et vous procédez à la contractualisation par la signature du contrat de façon ramassée. Vous informez aussi les autres soumissionnaires qui n'ont pas été retenus et vous les informez à temps pour qu'il n'y ait pas de procédure conflictuelle. C'est ça. Ici, vous avez les éléments qui constituent un DAO, que ce soit un marché de services, ou un marché de travaux, ou un marché de fourniture. Vous aurez tout de suite, vous aurez l'avis de marché. Dans le DAO, vous avez l'avis de marché. Vous avez la liste des structures invitées. Vous avez aussi l'invitation à soumissionner, qui est dans le DAO. Vous avez l'instruction soumissionnaire dans le DAO. Vous avez les thèmes de référence pour les marchés de services. Au niveau des marchés de fourniture de travaux, ce sont les spécifications techniques que vous avez à la place des thèmes de référence. Vous avez le modèle de contrat. Vous avez aussi le modèle de conditions particulières. Ces modèles sont à renseigner lors de la contractualisation. Vous avez les conditions générales adaptées à chaque type de marché. Les conditions générales varient de type de marché à un autre type de marché. Les marchés de services ont des conditions générales, les marchés de travaux ont les leurs, et les marchés de fourniture aussi ont leurs conditions générales. C'est intégré dans le DAO. Vous aurez l'offre financière. Mais avant l'offre financière, je reviens un peu sur les instructions soumissionnaires. Au niveau des marchés de fourniture, on parlera là, on parle de... Comment on appelle? Non, ça c'est au niveau des... C'est les TDR au niveau des marchés. Les bordereaux de soumission. Les bordereaux de soumission. C'est ça. Excusez-moi. Au niveau de l'offre financière, qui doit être, lors de votre dépôt, une enveloppe à part entière, mais ici, ce n'est pas la constitution, ce n'est pas le dossier même que vous montez. On vous donne les éléments qui rentrent dans le dossier. Vous avez l'offre financière. Le modèle existe selon les types de marchés. Dans l'offre financière. Dans les marchés à prix unitaire, les marchés à prix forfaitaire. Vous avez le formulaire de soumission, vous avez les grilles administratives, les grilles d'évaluation, vous avez les conditions générales que j'avais citées, vous avez les annexes constituées du régime fiscal, constituées de fiches d'identité légale et du scientifique financier. Tout ça, ce sont des modèles qui existent. Vous n'aurez rien à inventer. Vous avez seulement à identifier le type de marché, à aller chercher au niveau du PRAC les annexes et les modèles liés à ce type de marché et à les renseigner. C'est ça qui est là. Et puis vous avez les garanties de soumission, de préfinancement et d'exécution qui dépendent aussi des seuils. Parfois c'est requis, parfois c'est pas requis selon les seuils. Voici de façon ramassée les éléments qui constituent un DAO. C'est ça. Les problèmes éventuels. Vous aurez
tout ce qui concerne les problèmes éventuels dans les documents qu'on va vous distribuer. Et vous allez vous approprier de ces problèmes et à côté, les solutions qu'on peut y apporter. On peut citer quelques problèmes. Voilà. Lorsque le processus de passation ne respecte pas les principes fondamentaux qu'on avait cités au début, il y a un problème. Ça peut être remis en cause, le processus peut être remis en cause, rien qu'à cause de cela. Voilà. Et juste parce que la liste d'émargement des déposants, ceux qui viennent déposer, n'est pas bien tenue, vous pouvez avoir des problèmes sur votre processus et faire annuler le marché, rien qu'à cause de ça. Et là, vous perdez un sacré temps. Vous voyez, le temps de passer un marché, c'est un temps que vous perdez comme ça. Et ça agit sur vos performances. C'est ça. Vous aurez aussi l'absence d'objectivité, d'impartialité dans le processus. Évitez surtout les conflits d'intérêts. C'est ça. Et vous aurez à remplir lors de l'évaluation les grilles, les déclarations d'impartialité. Et c'est des modèles qui existent suivant les types de marché. Les évaluateurs les remplissent avant de passer à l'évaluation. C'est ça. Je peux passer. Quelques conseils. Je disais tantôt de disposer d'un plan de passation de marché. Ça vous évite des problèmes liés au solutionnement du marché. Ça vous permet d'être efficace. Et vous savez, les procédures union européenne, il y a des marchés qui prennent du temps. Il y a des DAO qui prennent jusqu'à 9 mois avant la contractualisation. Donc, mais quand vous avez plusieurs marchés dans votre portefeuille, je parle dans votre budget, et vous ne planifiez pas, vous allez tourner en rond et vous n'allez pas atteindre l'objectif. Donc, il faut avoir un plan de passation des marchés qui est même un élément de contrôle interne. Donc, il faut d'abord planifier les marchés à l'avance, documenter l'ensemble du processus, documenter suffisamment. Nous avons vu dans les modules qui ont précédé la documentation, module lié à la documentation, nous avons parlé des preuves, des documents qui prouvent le processus de passation. Voilà. Vous veillez au reste, vous veillez à ce que le contrat soit conforme aux procédures des marchés et vous vous assurez que le contrat est signé au cours de la période d'exécution. Sinon, ce n'est pas éligible. Voilà. Vous contactez le programme Repassop en cas de doute, en cas d'apport, ils vont vous appuyer. Nous-mêmes, nous sommes là disponibles. Oui. Et je vais laisser la parole à Florentine. Elle va revenir sur les questions d'origine et de nationalité. C'est pas un coup que je vais faire sur ça, mais c'est deux règles que nous avons oublié de vous en parler. Deux règles. Il y a la règle d'origine et la règle de nationalité. Dans le cadre de la passation des marchés pour les actions extérieures de l'Union européenne, il faut veiller au respect de la règle d'origine et de nationalité. Les équipements que nous devons acheter doivent être originaires des pays membres de l'Union européenne. Quand je dis pays membres, c'est élargi sous contrôle de Mme Kéral. Voilà. Kéral, il y a la règle d'origine, mais au cas où le montant de la passation de marché est inférieur à 100 000 €, l'équipement peut provenir de n'importe quelle origine. Donc quand on dit 100 000 €, c'est beaucoup, hein. Donc pour que nous, nos projets, là, achètent quelque chose, il faut veiller à l'origine du bien. Commencez par expliquer pour l'origine du bien, c'est de voir de tel, le bien doit être produit de telle origine. C'est un peu compliqué. Mais je suis obligée de vous parler de ces deux règles, qui parlent de la règle d'origine et de participation aux procédures de passation de marché dans le cadre des actions extérieures de l'Union européenne. Oui, monsieur. Nos dépenses sont toujours voilà, c'est pourquoi mais je tenais juste à parler de ces l'Union européenne. Voilà. Nous connaissons le projet de
Je voudrais juste attirer notre attention sur ça parce qu'il se pourrait qu'on lise quelque part qu'on parle de règles d'origine. On va nous dire qu'on ne nous a quand même pas parlé de passation des règles d'origine et de participation et de nationalité dans ce qu'on nous a dit. Oui, et si le produit est d'origine Béninoise, c'est Béninoise est avec un accord. Le Bénin est en partenariat. C'est avec dans le cas de ACP, Commission européenne, on peut déjà considérer que c'est originaire du Bénin, on peut l'acheter sans difficulté. Quand j'ai dit membre de l'Union européenne avec les autres conditions ACP, nous avons un contrat, un accord cadre avec l'Union, un accord de coopération bien sûr avec l'Union européenne, mais tous les pays ACP. Ok, Pacifique, voilà. Donc, c'est juste un détail que je vous ai dit pour que vous ne soyez pas surpris quand vous allez commencer par entendre les règles d'origine et de nationalité. Oui, c'est lié à ça. Non, je voulais poser une question à monsieur. Par rapport aux éléments de DAO, vous avez listé, vous avez lu, mais nous n'avons pas présenté chaque élément pour expliquer, voilà, tel élément, voilà comment ça se présente, voilà. Je ne sais pas, est-ce que tous les gens qui n'ont pas eu l'occasion de tout voir auparavant, est-ce que ça ne doit pas les empêcher pour la première fois? Est-ce qu'ils vont comprendre? Pour vous répéter, vous avez dit que, en présentant tout à l'heure les éléments qui constituent un DAO, que je n'ai pas donné plus de détails sur chaque élément. On ne peut pas tout voir ici. Avant de commencer, je disais que les modèles existent, que vous n'avez rien à créer là. Ce sont des modèles qui existent, des formulaires qui existent sur le site de l'Union européenne. Du début jusqu'à la fin, les modèles existent. Il suffit de les télécharger. Quand nous parlons, prenons le premier document, l'avis de marché. Selon le type de marché, il y a le modèle d'avis de marché qui correspond à ça, qui existe. Vous téléchargez et vous vous renseignez. Et on peut vous appuyer dans le processus de renseignement. On peut vous appuyer. Mais on ne peut pas faire un coup ici maintenant. Rien que ça, rien que les procédures de passation de marché peuvent nous prendre 2 semaines. Parce qu'il faut même aller jusqu'aux questions d'origine, de nationalité dont parle Florentine tout à l'heure. Il faut aller voir beaucoup de choses. Voilà. Et même les procédures d'évaluation, telles qu'on évalue les offres, telles qu'on évalue les marchés de services, elle est différente de l'évaluation des marchés de travaux et de fournitures. Voilà. Donc, vous avez tout. Et puis, on est là pour vous accompagner. Ok, merci.